Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Et d'abord le casse-tête du nouveau pouvoir en Irak. La première réunion des mouvements d'opposition s'est achevée tout à l'heure sur une déclaration en 13 points. Le nouvel Irak devra être fédéral et démocratique. Prochain rendez-vous dans 10 jours. Au lendemain de la chute de Tikrit, les Américains sont toujours sur la piste de Saddam Hussein. Ils ont investi sa résidence secondaire. Question, que va devenir la fortune du dictateur estimée à plusieurs milliards de dollars? Élément de réponse dans un instant. Dans l'actualité également en France, ce rapport explosif de la Cour des comptes en plein débat sur les retraites. Il épingle le régime des fonctionnaires, dispositions abusives, avantages injustifiés. Les syndicats protestent. Enfin, le bonheur des vendeurs de glace et le retour des éventails. C'est l'été au mois d'avril, 26 degrés à Auxerre, 25 à Metz et à Paris, et ça devrait continuer. C'est l'image de ce début de semaine, le porte-avions américain Nimitz. Les avions de chasse partis en mission reviennent avec leurs bombes sous les ailes. Ils n'ont pas largué leur charge. La guerre s'achève et Washington allège son dispositif. 6 bombardiers furtifs ont regagné les États-Unis. 2 porte-avions vont quitter le Golfe dès cette semaine. Fin donc des grandes opérations militaires et début des pourparlers pour faire émerger un nouveau pouvoir. La première réunion avait lieu à Nasiriyah à l'initiative des Anglais et des Américains qui parlent d'un résultat encourageant. La journée avait pourtant plutôt mal commencé. Envoyés spéciaux Laurent Boussier et Dominique Marotel. Saddam tombé, nous vivrons sur l'islam. Oui, oui pour la liberté, oui, oui pour l'islam. Il n'était peut-être que 1500 à 2000 ce matin dans les rues de Nasiriyah, mais en quelques slogans tout était dit. Conduite par les dignitaires chiites de la ville, généralement plus proches de l'Iran que des États-Unis, cette manifestation de colère et de frustration avait pour but de rappeler aux Américains que rien ne se ferait dans l'avenir sans prendre en compte les aspirations de cette communauté. Ils ont amené des gens de l'extérieur, c'est ça le problème. Et ils ont totalement ignoré les gens d'ici. Nous devrions être représentés en tant que chiites par l'imam Al-Laozi, notre autorité religieuse. Sentiment d'exclusion, il faut dire que ce sont les Américains qui ont choisi, qui ont sélectionné les invités de cette première réunion de l'opposition sur le sol irakien. Survol par des hélicoptères de combat, encadrés de véhicules blindés, l'arrivée de ces délégués sur la base militaire américaine de Nasiriyah s'est faite sous haute protection. À l'intérieur de la tente dressée pour l'occasion, l'ambiance est cordiale. C'est Zalman Khalilzad, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour l'Irak, qui préside la cérémonie. Ce que veulent les Irakiens par-dessus tout, c'est de vivre dans un État démocratique et dans un pays sûr et en paix. Le but est donc de préparer l'avenir de l'Irak, de trouver un gouvernement de transition. Alors chacun, dans un discours pavé de bonnes intentions et contrôlé par les Américains, ne parle que de démocratie et de futur radieux. Je m'adresse aux Américains et aux Britanniques pour qu'ils continuent à aider le peuple irakien, de manière à former un gouvernement vraiment démocratique. Nous refuserons un gouvernement de parti unique. Il faut séparer la religion de la politique. Des phrases à des années-lumière des besoins immédiats de la population irakienne. Mais les Américains, eux, considèrent ce soir que cette réunion est un succès et ils en préparent déjà une autre pour dans une dizaine de jours. Laurent Boussier qu'on retrouve en direct. Bonsoir Laurent. Pas d'avancée réelle donc, mais pas de drame non plus. On s'attendait au pire et la réunion a tout de même débouché finalement sur une déclaration commune. Absolument, les Américains considèrent que cette journée est un succès parce que les délégués ont signé cette fameuse déclaration aux 13 points dont j'ai retenu les principaux. L'Irak doit être un État fédéral et démocratique. Il doit y avoir la dissolution du parti Baas, le parti de Saddam Hussein, vous me direz, c'est bien le minimum. Il doit y avoir renoncer à la violence. Les Irakiens doivent coopérer avec les forces de la coalition. Pour ce qui est de la sécurité et des services de base, on a parlé du rôle de la femme, du dialogue politique entre les communautés, etc., etc. Alors évidemment, sur le principe, sur la base, tout ça c'est parfait et on y voit très bien la main des Américains. Mais dans la réalité, quand tous ces principes vont se heurter à la fois aux traditions et au passé, à la fois aux communautés et aux intérêts des pays de la région, ça risque d'être
tout à fait autre chose. On a un exemple sous les yeux. Vous savez, l'année dernière, les Afghans ont signé des résolutions qui, toute proportion gardée, étaient à peu près similaires. On connaît, un an après, de ce qui se passe en Afghanistan et la situation qui est catastrophique. Alors je dirais que sur le principe et sur les intentions, pas de problème. Sur la réalisation, il faudra voir ce que ça donnera avec le temps. Merci Laurent, et la météo change vite, hein, on le voit en Irak. Tentative d'organisation également d'une relève politique au plan local, ici à Kassar par exemple. Les généraux britanniques et américains tentent de constituer une sorte de conseil municipal avec les chefs de tribus. Un pouvoir encore embryonnaire. Pour l'instant, dans les villes où les chiites sont majoritaires, ce sont les religieux qui occupent l'espace. On évoquait Bagdad hier. Eh bien à Bassora également, ils assurent l'ordre, ou tentent en tout cas de le faire. Reportage Christian Autin, Océan Grenier. Drôle de déménagement devant cette mosquée de Bassora. En fait, ces hommes sont venus rapporter tout un bric-à-brac de mobilier de maison. Le butin des pillages de ces derniers jours. Mais aucun de ces hommes ne reconnaît être l'auteur de ces vols. Nous avons trouvé tout cela devant notre maison, laissé par des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Et nous avons décidé de les ramener et de les donner à la mosquée. Car un ordre, une fatwa, a été lancé par les imams chiites de la ville sainte de Najaf. Tout ce qui a été pillé doit être rapporté dans les mosquées. Résultat, la cour de celle-ci s'est transformée en un gigantesque bazar improvisé. Même les médicaments d'un dispensaire voisin ont trouvé refuge ici, seul moyen d'échapper au pillage. La mosquée est un endroit sûr. Tous les citoyens de la ville respectent la mosquée. Nous sommes musulmans et nous avons repris l'administration de notre ville. Nous dépendons de nous-mêmes. Nous ne dépendons pas des forces britanniques. Les forces britanniques accusées d'avoir laissé faire les pillages et s'installer le chaos. Aujourd'hui, les autorités religieuses chiites demandent à la coalition de laisser les Irakiens gouverner seuls leur propre pays. Maintenant qu'elles ont atteint leur objectif, nous demandons aux forces d'occupation de nous donner la date à laquelle elles comptent quitter le pays saint qu'est l'Irak. Les religieux chiites ont montré, si besoin était, qu'ils détiennent un réel pouvoir dans ce pays, celui de se faire obéir de la population sans utiliser la force. Ils entendent aussi signifier par là aux nouveaux occupants britanniques qu'ils sont un interlocuteur incontournable pour la reconstruction de l'Irak. L'ordre n'est pas rétabli partout. À Mossoul, la grande ville du Nord, une manifestation hostile au nouveau gouverneur désigné par les Américains aurait été durement réprimée. 10 personnes tuées au moins, selon des témoins interrogés par l'AFP. Les militaires américains auraient tiré sur la foule, ce que nient formellement les intéressés. Les Américains qui, à Bagdad maintenant, s'emploient à trouver et à fouiller les bunkers et les fameux souterrains de la ville. Commentaire Yann Fronti. Ce lieu était présenté par le régime de Saddam Hussein comme étant un complexe hospitalier. Certainement une vitrine pour mieux cacher ce qu'il y avait dessous. Dessous, tout un réseau, des souterrains, des tunnels, protégés par des grilles et des portes verrouillées. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales américaines. Sur le qui-vive, ils traquent d'éventuels fédayines retranchés. Avant la guerre, certains experts avaient parlé de bunkers surprotégés, suréquipés. Ici, rien de tout ça, juste quelques galeries dépouillées, des caisses de munitions ou de médicaments dispersés ça et là. Même les lieux considérés comme les plus sûrs n'échappent pas aux opérations de vérification et de contrôle. Ici, l'hôtel Palestine, c'est là que sont regroupés tous les journalistes. Ce matin, leurs chambres ont été fouillées sans ménagement. Ces Marines recherchaient des armes. Des opérations isolées comparées à tout ce qu'il reste à faire. Dans les rues de Bagdad, le pillage continue. Ce matin, le ministère de l'Information a été détruit par les flammes. Dans les lieux encore intacts, la mise à sac se poursuit. Devant cette banque, ceux-là ont bien du mal à dissimuler les liasses de billets qu'ils emportent en se cachant à peine. La police est inexistante ou presque. Au milieu de toute cette anarchie, quelques surprises, quelques belles prises comme ces 4 millions de dollars en petites coupures. Ces soldats américains les ont récupérés après avoir arrêté les voleurs. Il leur reste maintenant à trier tout cet argent, un trésor comme ils n'en ont jamais vu dans leur vie. Bagdad, où après le temps du chaos vient celui du bilan, les familles enterrent leurs morts. Envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Frédéric Bonne. Il l'avait enterré à la va-vite. Mais aujourd'hui, ses amis et sa famille reviennent au cimetière de Borata pour l'amener à Najaf, sa ville natale.
Brahim Hussein, 63 ans, a été tué par les Américains lors de la prise de l'aéroport. Il était pompiste. Il n'avait rien à voir avec les soldats irakiens. Et les Américains lui ont tiré une balle dans la tête. Pendant que les autres creusent, le gardien du cimetière récite la prière des morts. Autour du corps, on s'apprête pour le déposer le plus délicatement possible dans le cercueil. Un moment difficile qui réveille la colère. C'est ça la démocratie américaine, c'est ça la démocratie de George Bush. Tuer des civils innocents, on n'a pas le droit de faire ça. D'autres familles sont venues chercher la dépouille de leurs proches. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants âgés d'à peine 3 ans. Ça va d'ici jusqu'au mur du fond, nous explique le gardien. Il y a presque 300 tombes ici. Il n'avait jamais vu autant de détresse. Pendant la guerre, il y avait parfois 40 enterrements par jour. Avant de partir, il veut nous montrer cette tombe. Toute une famille est rassemblée. Les parents et leurs 5 enfants disparus dans le bombardement de leur maison. Dans le cimetière de Borata, des monticules de terre côtoient les sépultures faites de terre et de briques. On ne connaîtra sans doute jamais le nombre de tués à Bagdad, mais dans la ville, on parle d'au moins 2 à 3 000 morts. Si la guerre semble terminée, on enterre encore chaque jour de nouvelles victimes. Autre scène de la vie quotidienne, ces rassemblements de protestation chaque jour devant l'hôtel Palestine où résident les Américains. 2 à 300 personnes, mais leur nombre augmente régulièrement. Ce n'est pas la présence américaine en soi qui est visée, mais les conditions de vie. Car si les pillages ont pratiquement cessé, il n'y a toujours pas d'eau courante, toujours pas d'électricité. Dans les hôpitaux, par exemple, on s'épuise à soigner les blessés. Rien ne marche. Nos envoyés spéciaux Patrick Fendieu et Guillaume Fautra ont rencontré un médecin français venu offrir son aide. Voici leur reportage. Regarde, et voilà, il faut prendre ça. Un véhicule arrive, il est obligé de se garer. C'est pas très encourageant pour un hôpital d'avoir 2 mecs avec des calaches à l'entrée. Et c'était le plus grand hôpital d'urgence de Bagdad. Jacques Bérez visite cet hôpital presque tous les jours pour évaluer les besoins. Ce vétéran de l'action humanitaire vient cet après-midi proposer un lot de médicaments coréens. Mais il lui faut d'abord négocier avec les nouveaux maîtres des lieux, un groupe armé chiite qui, dans le chaos ambiant, a pris le contrôle de l'hôpital. Pour le protéger, disent-ils. Les médecins, il doit y en avoir pas mal qui étaient sunnites, qui n'ont pas envie de travailler, et ils ont peur des conditions de travail, et ils n'ont plus de médecins. Il y avait 70 médecins ici, la dernière fois que je suis passé, ils disaient qu'ils en avaient 2. Mais je n'ai pas vu les diplômes des 2, hein. Le chef du groupe armé, en blouse, nous accompagne à l'intérieur. La semaine dernière, les urgences recevaient jusqu'à 200 blessés par jour. Il n'y en a plus qu'une petite quarantaine. Les patients ont peur de venir et de toutes les façons, on n'a pas de quoi les soulager. L'infirmière se lamente, il n'y a plus d'oxygène, plus d'électricité, plus d'assistance respiratoire. Elle dit être obligée d'utiliser un appareil manuel, de pomper pour avoir un peu d'oxygène. Pour Jacques Bérez, l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord ceux qui ont perdu un bras ou une jambe dans les bombardements. Quelquefois, il lui est arrivé d'opérer dans ce centre orthopédique. Son collègue irakien veut nous montrer son système D. Il nous explique qu'il est obligé de poser sur des tibias des appareils prévus pour être posés sur des fémurs. Il manque des équipements. Tous ici attendent toujours l'aide humanitaire massive promise par les États-Unis. Les organisations humanitaires attendent que les États-Unis remettent de l'ordre dans Bagdad, mais surtout dans les hôpitaux. 5 jours après la chute de la ville, elles ne peuvent toujours pas travailler dans la sérénité. Et les Américains promettent de rétablir l'électricité d'ici 2 à 3 jours dans certains quartiers. Et puis des nouvelles d'Ali, ce jeune garçon orphelin de guerre et gravement blessé dont nous vous parlions hier. Eh bien l'appel a été entendu, Ali a été évacué tout à l'heure vers le Koweït, où les hôpitaux sont évidemment beaucoup mieux équipés. Et on en vient maintenant à la traque de Saddam Hussein et de ses proches. Une image d'abord de leur fief de Tikrit, tombé hier et où la situation semble totalement sous contrôle de la coalition. Témoin ces images de drapeaux américains et de drapeaux irakiens déployés
par ces soldats juchés sur leurs chars en plein centre de la ville. Des soldats qui, pas très loin de là, tout près du village natal de Saddam Hussein, ont investi sa résidence secondaire. C'est là qu'il passait ses fins de semaine en famille. Reportage Aubrier de l'Air, Vincent Lejeune. À Tikrit, on l'appelait le château. La maison avait sans doute de l'allure quand les invités y étaient accueillis par une haie de lions massifs, encore fiers. Les Américains bien renseignés ne s'y sont pas trompés, n'hésitant pas à envoyer 2 missiles Tomahawk pour la détruire. C'est chose faite. Saddam Hussein aimait venir ici les vendredis, gardant autour de lui, dans des villas dispersées sur 4 km², ses proches et les favoris du régime. Raouf a travaillé au château pendant 8 ans, simple domestique au service de monsieur, de madame, de leurs enfants et notamment d'Oudey. Il dit que Saddam était le vrai patron, que c'est lui qui prenait les décisions pour la famille entière. Mal à l'aise, Raouf fait avec nous le tour du propriétaire. Les dégâts considérables laissent entrevoir le luxe au goût très personnel du président déchu. À l'entrée, un lustre immense n'a pas résisté à la visite surprise de l'aviation américaine. En traversant la bibliothèque du Raïs, on peut se faire une idée de ses lectures de chevet. Le souffle de la guerre a éparpillé sans les détruire les souvenirs de famille. Quand il se réveillait, Saddam voyait le tigre. Raouf nous montre le tapis sur lequel son maître ne fera plus jamais de prière. Dans la salle de bain attenante, on en devine encore le marbre, des produits de luxe appartenant sans doute à Sajda, l'épouse de Saddam. Raouf dit sa tristesse de voir la maison dans cet état. Il dit qu'il n'a connu que cet endroit, que cet emploi, qu'aujourd'hui il n'a plus rien. À en croire ce qui reste de cuisine digne des plus grands chefs, Saddam devait apprécier la table. Dans les réfrigérateurs, des kilos de vivres continuent de périr. Mélancolique, Raouf veut partager avec nous sa pièce préférée, une immense piscine où dans cette région désertique, l'eau pure et bleutée choque plus que le marbre des murs. Hier, nous évoquions les échantillons ADN de Saddam Hussein que possèdent les Américains. Comment les ont-ils obtenus? Là-dessus, Washington reste muet. Explication Nicolas Châteauneuf. Les ruines du restaurant Al-Sar près de Bagdad, bombardées par les Américains. C'est le dernier endroit où Saddam Hussein et ses 2 fils ont été formellement vus vivants. Pour l'instant, pas de traces du corps de l'ex-dictateur irakien, mais pour les Américains, quelques restes suffiraient pour l'identifier grâce à l'analyse ADN. Des spécialistes sont actuellement à la recherche des dirigeants irakiens dans tous les lieux bombardés où ils sont susceptibles d'être retrouvés. Et vous disposez de l'ADN de Saddam Hussein? Oui, bien entendu, bien entendu. L'ADN est une molécule présente dans le noyau de chaque cellule de notre organisme. Chez l'être humain, il se répartit en 46 chromosomes. Chaque chromosome est lui-même formé d'un long brin d'ADN. C'est la carte d'identité génétique de l'individu qui en laisse chaque jour un peu derrière lui. On peut trouver cet ADN à peu près partout où l'on touche quelque chose. Ça peut être une racine de cheveux, ça peut être le bord d'un verre sur lequel on a bu, ça peut être une empreinte digitale que l'on laisse sur un verre ou un autre objet. Officiellement, les Américains ont annoncé disposer de tels échantillons. Dans ce cas, l'analyse d'un corps serait fiable à plus de 99%. Dans le cas contraire, les Américains ont une dernière solution, comparer l'ADN des restes humains avec celui du demi-frère de Saddam, arrêté il y a quelques jours à la frontière syrienne. Autre objet de l'attention américaine et britannique, la fortune du dictateur. On parle de plusieurs milliards de dollars. Depuis longtemps, Londres et Washington ont demandé le gel de ses avoirs bancaires et de ses participations. Des précisions avec Olivier Caroff et Didier Guyot. À Bagdad, voici le trésor du jour, les voitures de collection de Uday, l'un des fils de Saddam Hussein. Il reste encore quelques Rolls et même de belles américaines. Depuis une semaine, les GIs découvrent ainsi le train de vie d'un dictateur. Pas toujours de très bon goût, mais apparemment confortable. Normal, le magot de Saddam Hussein est estimé à 2 milliards de dollars par les experts les plus prudents, jusqu'à 40 milliards de dollars pour d'autres.
Où se trouve cette fortune? Un document confidentiel donne un début de réponse. Rédigé par des enquêteurs privés et intitulé Projet Noble, c'est une liste de ceux qui auraient pu cacher ou utiliser une partie de l'argent. Hommes d'affaires irakiens, avocats, spécialistes de la finance, tous sont liés à un homme, Barzan Al-Tikriti. La coalition a bombardé sa maison en Irak vendredi dernier. Un tir de missile qui lui a peut-être été fatal. Il est soupçonné d'avoir dissimulé l'argent du clan Hussein derrière une nébuleuse de sociétés écrans, la plupart installées en Suisse. Tous les dirigeants de la trempe de Saddam Hussein qui ont intérêt à planquer de l'argent le font en priorité en Suisse, parce que la Suisse est le plus fréquentable des paradis offshore. Les autorités suisses ont-elles protégé Barzan Al-Tikriti? Cet avocat n'est pas loin de le penser. En 2001, il avait porté plainte contre lui pour des crimes commis en Irak. La justice a pris tout son temps, 14 mois, avant de classer l'affaire. C'est vrai que cette décision a été rendue après effectivement un temps exagérément long et tout à fait regrettable parce que M. Tikriti était sur place et il aurait été effectivement loisible aux autorités à tout le moins de l'entendre. Depuis, la Suisse a rouvert le dossier trop tard. Barzan Al-Tikriti est donné pour mort. Ses sociétés et ses associés sont aux abonnés absents. Et on sent bien que cette disparition de Saddam Hussein est un sérieux bémol au succès militaire américain. La victoire n'est pas encore totale, vient d'ailleurs de déclarer George Bush. Et à ce propos, nous avons le plaisir de retrouver Agnès Varamian, en chair et en os. Bonsoir Agnès. Pendant près d'un mois, avec Patrick Desmully, vous avez suivi la progression des Marines vers Bagdad, puis leur entrée dans la ville. Et tous les soirs, nous recevions vos reportages. Juste avant de parler d'eux, de ces Marines, vous vouliez nous donner une précision sur votre travail. Oui, je voulais simplement préciser que nous n'étions pas des embarqués avec l'armée américaine. On sait qu'il y avait toute une partie de journalistes qui étaient embarqués, incrustés dans l'armée américaine. Nous avons plutôt, avec Patrick Desmully, puis nos confrères du JDD, d'Europe 1 et de France Info, joué les chats sauvages. C'est-à-dire que nous avons eu une petite marge de manœuvre entre embarqués et puis ceux qui n'avaient rien à faire sur ce terrain-là, qui étaient les unilatéraux. Et nous avons suivi l'armée américaine dans sa progression, sans dépendre de l'armée pour notre logistique. Nous avons nos voitures, il fallait trouver de l'essence. Et pendant 600 km, quand il n'y a pas de station, c'est long. Nous avons troqué souvent des cigarettes, des coups de téléphone contre des rations américaines et de l'eau aussi pour manger, mais cela nous assurait une certaine indépendance aussi dans notre travail. Eh oui. Alors, ces Marines, la guerre a duré 3 semaines, un peu plus, c'est un succès militaire. Comment ont-ils vécu cette avancée rapide? Ont-ils été surpris que ça soit, j'allais dire, aussi facile, entre guillemets? D'abord, l'unité que nous avions choisi de suivre avait commencé assez fort parce qu'ils ont essuyé une grosse bataille autour de Bassora au moment de leur entrée en Irak. Puis ensuite, effectivement, tout au long, jusque quasiment aux portes de Bagdad, ils n'ont pas rencontré d'ennemis et ils en étaient extrêmement déçus. C'est-à-dire que oui, parce que c'était des garçons qui, même s'ils étaient jeunes, 18, 19, 20 ans, étaient préparés à rencontrer les divisions de Saddam Hussein, à rencontrer la garde républicaine. Et ils se racontaient ces histoires-là entre eux, ils étaient préparés pour le combat. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Bagdad, qu'on est rentré dans des sites militaires et qu'ils se sont rendus compte que les militaires irakiens s'étaient tout simplement enfuis, ils nous ont dit mais on n'a rien montré de ce qu'on sait faire. Alors, évidemment, il y a eu quand même des batailles et des combats dans cette guerre, évidemment, mais ça les rendait en même temps assez nerveux avec les civils parce qu'ils craignaient les attaques suicides, ils craignaient les voitures piégées, et donc on n'a pas nous-mêmes assisté à des tirs intempestifs contre des civils, mais nous avons eu des témoignages d'autres confrères qui ont assisté à ces scènes-là, et c'était des garçons effectivement un peu tendus, mais en même temps un peu déçus d'avoir mené une guerre peut-être un peu facile à leur goût. S'il y avait une chose, Agnès, que vous deviez retenir de ce reportage, de ce très long reportage, quelle serait-elle? Bien, les conditions de vie, parce que suivre une armée en mouvement, c'est assez exceptionnel. C'est des déplacements jour et nuit, c'est un petit peu l'inconnu parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver sur notre chemin. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est quand même la liberté d'accès que nous avons eue aux militaires américains. Jamais de refus d'interview. Pas de censure. Bien sûr, nous n'étions pas toujours les bienvenus, notamment dans les briefings des officiers. Les officiers ne souhaitaient pas qu'on soit là puisque nous n'étions pas embarqués. Mais en même temps, nous avons toujours
fait en sorte de pouvoir rester au plus près d'eux. Et comme vous le voyez sur ces images, quand nous décidions d'avancer et d'aller au plus près du feu des premières lignes, ils nous disaient simplement « allez-y, c'est à vos propres risques et périls, mais allez-y ». Et je pense que par rapport à la guerre de 1991, la première guerre du Golfe, c'est une différence incroyable. Et par rapport à notre travail de journaliste qui est, même si on prend des risques d'aller là où ça se passe, bon, c'était une expérience formidable. Merci Agnès pour ce témoignage et félicitations encore pour votre travail. Depuis un mois, et à peine cette guerre achevée, on l'a déjà beaucoup dit, c'est la Syrie qui semble dans la ligne de mire américaine. Alors est-ce à dire qu'il faut s'attendre à une nouvelle intervention? Eh bien a priori non. On ira dans un instant à Jérusalem car c'est plutôt le règlement de paix israélo-palestinien qui semble en jeu dans cette affaire. D'abord voyons précisément les accusations portées contre la Syrie, démocratie populaire socialiste, il faut le rappeler, un pays grand comme un tiers de la France et peuplé de 16 millions d'habitants. Ces accusations donc avec Bernard Lebrun. À 600 km de Bagdad, Damas, 2 millions d'habitants, autre grande capitale du monde arabe, sur laquelle règne sans partage depuis 33 ans la famille Al-Assad. Plutôt pauvre en pétrole, la Syrie est un pays jeune. 50% des 17 millions d'habitants ont moins de 18 ans, et Damas étend depuis 18 ans son protectorat sur le Liban. Comme à Bagdad, depuis 1963, le régime syrien repose sur le Parti Baas, mouvement politique arabe et socialiste, mais contrairement à l'Irak, c'est ici le parti des militaires, dont le ministre de la Défense, Hafez el-Assad, deviendra le président. En son temps, Damas était le refuge des chefs des mouvements terroristes de la région, Carlos, les Palestiniens, Georges Habash et Ahmed Djibril, ou Abdallah Öcalan, le leader kurde. Mais les temps ont changé. En l'an 2000, à 34 ans, Bachar el-Assad succède à son père. Pour autant, les alliances demeurent. Les États-Unis accusent la Syrie d'apporter son soutien aux deux mouvements palestiniens les plus hostiles à toute négociation avec Israël, le Hamas et le Djihad islamique, ainsi qu'au mouvement libanais chiite, le Hezbollah. Autre cible américaine, l'armée syrienne, qui selon le Pentagone développerait un programme d'armes chimiques et de destruction massive, ce que bien sûr démentent les Syriens. Je pense personnellement que cette accusation est lancée contre mon pays pour couvrir l'échec que les Américains et les Anglais, leur échec de ne pas trouver des armes de destruction massive qui ont été le motif déclaré de la guerre contre l'Irak. Reste que la Syrie n'a pas signé la Convention internationale d'interdiction des armes chimiques. À son tour, elle se déclare disposée à accueillir les inspecteurs des Nations Unies, mais à une condition, qu'ils se rendent aussi en Israël. Bonsoir, Charles Anderlin, vous êtes en direct de Jérusalem où l'on se félicite, j'imagine, de ces pressions contre l'ennemi syrien. Est-ce qu'on considère là-bas qu'il s'agit du premier pas vers une tentative de règlement de paix global au Proche-Orient? Oui, mais a priori, ici on pense que les Américains veulent avant tout terminer la guerre, c'est-à-dire mettre la main sur les dirigeants irakiens qui seraient réfugiés en Syrie. Et selon la presse israélienne, qui ne rate pas l'occasion de pointer un doigt accusateur, il serait une douzaine, une centaine peut-être, selon cette presse, Saddam Hussein ne serait pas à Damas. Mais vous l'avez dit, il y a autre chose. À plusieurs reprises, des conseillers de Donald Rumsfeld et de George Bush ont déclaré que le but ultime de cette guerre, c'était de changer, de transformer la carte géopolitique du Proche-Orient. Et dans ce cadre, les pressions exercées par les États-Unis sur la Syrie ne peuvent qu'affaiblir le régime de Bachar el-Assad, le dernier grand ennemi d'Israël dans la région depuis la chute de Bagdad. Alors, dans ce contexte, une atmosphère propice à la négociation pourrait effectivement se créer, une atmosphère propice à la relance d'un processus de paix, relance qu'a promis George Bush et surtout Tony Blair. Merci Charles. Les inquiétudes françaises maintenant, ce sont les entreprises qui s'alarment des conséquences du différend diplomatique entre Paris et Washington sur leur chiffre d'affaires. Le MEDEF lui-même fait part de ses craintes quant à d'éventuelles représailles. À New York, reportage Pascal Golomer, Tristan Lebras. Californie, Australie. Il le fait à contre-cœur, mais il n'a pas le choix. Ce sont des vins étrangers que Guillaume Touton présente désormais en priorité à ses acheteurs, car le vin français qu'il vend depuis 20 ans n'a plus la cote. Du coup, son chiffre d'affaires a chuté de 10%. Il fait tout désormais pour ne pas apparaître comme une enseigne française, quitte à proclamer sur ses étiquettes qu'il verse sur chaque caisse de vin $1 à l'armée américaine. Mais le mal est fait. Lorsqu'une bouteille de vin français est sur une étagère d'un magasin est remplacée par un chardonnay d'Australie ou un cabernet sauvignon de la Nouvelle-Zélande, cela va prendre des années pour que les Français reprennent la place qu'ils avaient avant.
Évidemment, lorsque ce grand restaurant étoilé de Manhattan annonce sa fermeture, tout le monde y voit la première grande victime du boycott. Mais ses propriétaires jurent que la clientèle avait fui depuis bien longtemps. Jean-Paul Picot, lui, ne subit pas là sa première campagne anti-française et son affaire a survécu. Ce qui l'inquiète davantage, c'est que cette crise politique s'ajoute au marasme ambiant. Et moi, je crois que le facteur principal, c'est la mauvaise économie. L'économie est mauvaise, donc c'est plutôt ça à New York en tout cas. Dans d'autres États comme le Texas ou autres, là bien sûr, j'étais au Texas il y a 2 semaines, et là on sent vraiment qu'il y a un boycott, les restaurants français ne travaillent pas beaucoup. L'appel au boycott lancé par certains n'a eu qu'un succès relatif, certes, mais tout de même, plus de 60% des Américains ont aujourd'hui une opinion défavorable des produits ou des entreprises françaises. Quel impact la détérioration de cette image aura-t-elle sur le commerce lui-même? Il faudra sans doute attendre plusieurs mois pour le savoir. Des entreprises qui trouveront sans doute un motif de soulagement. Le fil est renoué, c'est le cas de le dire, entre Jacques Chirac et George Bush. Les deux hommes se sont parlé pour la première fois au téléphone aujourd'hui, depuis plus de 2 mois. Étienne Lénard, bonsoir, vous êtes en direct de Washington. Peut-on parler de réchauffement? Première conversation depuis le 7 février, effectivement David, un coup de téléphone à l'initiative, précisons-le, du président de la République française, mais M. Bush a décroché son appareil, ce qui veut dire qu'il y a réellement une volonté de se parler à nouveau, un entretien qui est jugé positif par la porte-parole de l'Élysée. Je crois qu'il était important pour la France de montrer à M. Bush que dans la nouvelle période qui s'ouvre, eh bien, M. Chirac et ses conseillers sont prêts à agir de façon pragmatique. Même s'il reste des désaccords et des désaccords importants, il était important de faire sortir la relation franco-américaine qui était rentrée dans une espèce de spirale descendante depuis maintenant 2 mois, de la faire donc sortir de cette spirale qui était largement alimentée d'ailleurs par les membres les plus conservateurs de l'entourage de M. Bush, dont la doctrine est désormais connue à Washington sous le nom de 3 commandements: punir la France, ignorer l'Allemagne et pardonner la Russie après leur désaccord contre cette guerre. C'est donc une amorce de dialogue qui se renoue et qui est probablement très importante. Vous savez que dans un peu plus d'1 mois aura lieu en France, à Évian, un sommet des pays les plus industrialisés, le sommet du G8, et que M. Bush a confirmé qu'il se ferait un plaisir d'y assister. Merci Étienne. Un mot encore de l'actualité à l'étranger avec l'alternance au Québec. Le Parti libéral remporte les élections générales et il met fin à un règne de 9 ans du Parti souverainiste. Jean Charest, 44 ans, sera le nouveau Premier ministre. L'autre actualité de cette journée, c'est en France, l'incrédulité et la controverse après l'évasion de Luynes. Les 3 caïds courent toujours et on a appris que ce projet d'évasion était connu de l'administration pénitentiaire. À Marseille, Zindine Boudaoud, Laurent dit. Ce n'est pas une visite de courtoisie. Le directeur de l'administration pénitentiaire est venu demander des comptes aux responsables de la maison d'arrêt de Luynes. C'est la mission que lui a confiée le garde des Sceaux. Un garde des Sceaux qui se pose plus d'une question après la triple évasion d'hier. Comment s'est déroulée exactement cette évasion et en particulier comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu possibilité d'utiliser les armes, non pas bien sûr contre les hélicoptères mais contre les fuyards? Michel Valero, Éric Alboréo et Franck Perletto en ont vu d'autres. Des 3, Franck Perletto, le Varois, est considéré par les policiers comme le plus dangereux. Il avait été arrêté il y a 5 ans. Avec lui, son frère Pascal et des proches de Francis le Belge, l'ex-parrain du milieu marseillais. Pour la police, c'est l'opération Topaz, le démantèlement d'un trafic international de stupéfiants, le plus retentissant depuis la fameuse French Connection. Ses amis ont surnommé Franck Perletto Lucky Luke. Un enquêteur préfère l'appeler le nettoyeur. Son avocat n'est pas d'accord avec ce portrait. La famille Perletto ne serait à la tête d'aucune activité criminelle. Le train de vie de messieurs Franck et Pascal Perletto, de sa famille, n'était guère en phase avec ceux qui, bien évidemment, vivent de machines à sous, de trafic quelconque, etc. L'évasion de Franck Perletto de ses 2 complices a rendu furieux les hommes de la police judiciaire. Ils avaient arrêté de gros poissons. Dans notre jargon, c'est ce que nous appelons des beaux mecs. Ce sont des beaux voyous qui sont parfaitement adaptés à la criminalité actuelle. Ils sont tous fichés au grand banditisme. Ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux. Ce soir, les 3 évadés courent toujours, mais pas forcément ensemble. Au départ, Franck Perletto ne devait sans doute pas être du voyage. Et à la prison de la Santé, on a appris que 2 surveillants ont été écroués avant-hier. Moyennant finance, ils fournissaient des portables aux détenus. En bref, manifestation à La Réunion contre les réductions de budget à l'éducation nationale. Enseignants, parents d'élèves, ils étaient entre 15 et 20 000. Très forte mobilisation donc à l'échelle de l'île. Social encore avec ce rapport de la Cour des comptes sur les retraites des fonctionnaires qui fait l'effet d'une bombe en plein débat sur la réforme. Un rapport très sévère révélé par le journal Les Échos. Laurent Bailly, Bernie Mériot.
1 300 000 fonctionnaires sont à la retraite, des privilégiés, estime la Cour des comptes. La preuve, selon elle, 35% des agents publics partent bien avant 60 ans. Il y en a même, s'insurgent les magistrats de la Cour, qui peuvent cesser leur activité dès 55 ans grâce à une loi de 1853. La Cour qui pointe ainsi du doigt certains douaniers, les instituteurs, les personnels de l'équipement, les pompiers, les infirmières, entre autres. Allô ? Dans le collimateur aussi, les femmes. Grâce à un texte de 1924, cette fois, les mères de famille fonctionnaires ayant élevé 3 enfants peuvent partir à n'importe quel âge après 15 ans de service. Autre avantage, jugé exorbitant selon la Cour, un parlementaire peut, en plus de son indemnité, toucher sa retraite dès 55 ans s'il vient de la fonction publique. Sa thèse sous le bras, l'ancien prof André Santini, devenu député, reconnaît que cette pratique est répandue, n'y est pas favorable, mais se veut compréhensif. Quand vous êtes élu, c'est quand même très précaire comme statut. On ne sait pas très bien ce qui peut se passer après. Et puis il y a ces indices qui continuent d'évoluer alors que l'agent est déjà à la retraite. Ça coûterait 1 milliard de trop à l'État chaque année. Autre exemple, ces promotions accordées en toute fin de carrière, surtout aux policiers et aux fonctionnaires de la défense, pour que les pensions soient meilleures. C'est plus un rapport, c'est un réquisitoire. Et en fait, c'est une opération de propagande qui tente en nouvelle fois à opposer l'opinion publique aux fonctionnaires. En dénonçant aujourd'hui ce qu'elle appelle opacité et privilège, la Cour des comptes met le feu aux poudres à la veille de décisions cruciales sur le dossier des retraites. Sondage Sofres pour Le Monde, RTL et Notre Temps, 52% des fonctionnaires se prononcent contre l'alignement de la durée de cotisation sur le privé, alors qu'ils étaient 55% à y être favorables pour des raisons d'équité il y a un mois, selon la même enquête. La pneumopathie avec ses nouvelles victimes, 9 morts de plus, qui inquiètent à Hong Kong, car pour la première fois, il ne s'agit pas de trentenaires, il ne s'agit pas de personnes âgées, mais de trentenaires, de quadragénaires, tous en excellente santé avant de contracter la maladie. En France, parmi les 3 cas avérés, l'état d'un des patients s'est amélioré. Il a pu quitter l'hôpital de Strasbourg. Tous les jours, on prend de nouvelles précautions. Exemple au port du Havre, où des bateaux arrivent d'Asie régulièrement. On s'habitue à travailler avec des masques. François Baudonnet, Annie Triboire sur place. Opération de quasi-routine cet après-midi au large du Havre. Ce pilote guide chaque jour les pétroliers à l'entrée de la Seine, avec néanmoins depuis peu de nouveautés dans son équipement, un masque et une paire de gants pour le protéger de la pneumopathie. Le pilote va être la première personne qui va monter à bord du bateau quand le navire se présente dans les eaux territoriales françaises. Même prudence une fois que le navire est taqué. Depuis 10 jours, dès qu'ils sont à bord, les 1200 dockers du Havre doivent porter un masque. Quand c'est des bateaux qui viennent d'Asie, on met le masque tout le temps et puis on regarde si les matelots ont mis le masque surtout. Et les matelots, ils ne le portent pas souvent. Pourtant ici, plus de la moitié des équipages vient d'Asie. Certains sont même arrivés par avion des Philippines, en passant par Hong Kong. Ces 2 marins indiens nous expliquent par exemple qu'ils ont fait escale en Israël, en Égypte et en Turquie. Difficile dans ces conditions de savoir qui peut être contaminé, une incertitude qui ne provoque pas de psychose. C'est un peu inutile, ça tient un peu de la paranoïa, tout ça. Je suis pas certain que ça soit absolument indispensable en fait. Quoi qu'il en soit, les consignes sont claires. Les dockers doivent changer de masque 2 à 3 fois par jour, se laver les mains le plus souvent possible et appeler le SAMU en cas de doute. Une simple application du principe de précaution. Il y a 2 semaines, la peur s'était vite répandue sur le port. Un marin indonésien était tombé malade, son bateau isolé pendant 24 heures. En fait, il s'agissait d'une simple grippe. Pour les vacanciers, c'est la bonne nouvelle de ce début de semaine. L'été est très en avance. 26 degrés en Bourgogne, 25 en Lorraine et à Paris, en moyenne 5 à 8 de plus que les normales saisonnières. Laetitia Legendre, Philippe Quéroux. Qui a dit qu'en avril, on ne se découvrait pas d'un fil? Concours de t-shirt mouillé à la clé, en plein soleil, par 25 degrés. Franchement, beaucoup trop froid. Il fait chaud, mais l'eau, pas encore ça. Alors forcément, on se lâche, on se délasse, on se prélasse, et l'on se prend même à rêver. Hier, j'ai enlevé mon manteau le soir et je disais à tout le monde, il fait chaud. J'en regardais, en fait, tout le monde rigolait. C'est un bon plan aussi pour les filles torse nu, là. Ouais, ça va. Lui, il est pas mal, là. Une chaleur à faire tourner les têtes. Pelouse bondée, terrasse de café qui affiche complet. Seuls quelques infortunés ont encore du mal à pouvoir en profiter. Ah là, c'est sûr, parce que là, avec les crêpes, c'est tellement chaud que les gens, ils en prennent pas. De suite, on sent une meilleure humeur, enfin, c'est vraiment bienfaisant. Et vous avez des trucs contre la chaleur?
Oh, on a la tendresse. La tendresse. Un peu de tendresse, beaucoup de chaleur, un poil de gourmandise. L'hiver aujourd'hui faisait déjà partie de nos lointains souvenirs. Et ça va continuer demain, c'est ce que nous dira Patrice Drevet dans un instant. Merci d'avoir suivi cette édition. Votre soirée sur France 2, 20h50 du football avec la demi-finale de la Coupe de la Ligue, Sochaux-Metz. 1h15, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Renaud Dondieu de Vabre, porte-parole de l'UMP. On se quitte sur ces images de beau temps encore. Le Nord-Pas-de-Calais, mieux que la Côte d'Azur, c'est possible. À Équian, près de Boulogne-sur-Mer, les enfants avaient les pieds dans l'eau aujourd'hui. À demain.